À l'aube du 12 août 2025, un télégramme classifié tombe et fracture l'équilibre, imposant 48 heures pour trancher entre remboursement et souveraineté, tandis que les sites aurifères passent sous surveillance. En quelques lignes, dette extérieure et exigence de 70% des réserves d'or se heurtent, révélant une équation qui n'est plus seulement comptable mais politique, car chaque option promet une stabilité immédiate ou une incertitude durable aux effets en cascade. Que restera-t-il concrètement aux citoyens si Ibrahim Traoré accepte cette ponction ou si le refus déclenche une secousse géopolitique aux conséquences imprévisibles sur prix, emploi et dignité nationale? Après ce matin-là, rien ne redevient neutre et chaque heure redéfinit la marge de choix collectif. Ici, l'idée directrice est simple: mesurer le prix réel d'un choix présenté comme technique sans juger l'intention ni l'issue. L'objectif pour le lecteur est de comprendre coûts, leviers et conséquences concrètes sans slogan. Le cadre est simple mais exigeant. Suivre les mécanismes qui transforment une exigence comptable en levier politique, puis observer comment ce levier agit sur l'État, l'économie et la société. La question centrale n'est donc pas que décider, mais qui supporte les coûts visibles et invisibles, maintenant et plus tard. Les enjeux sont élevés et asymétriques. Rembourser promet un apaisement immédiat au prix d'un renoncement durable sur les ressources stratégiques. Refuser préserve un principe, tout en exposant le pays à des représailles économiques difficiles à anticiper et à amortir. Entre ces pôles, chaque acteur perçoit un risque différent, et cette divergence nourrit l'incertitude. La méthode qui suit est claire: comparer avant et après, distinguer coûts immédiats et marges retrouvées, et relier décisions centrales aux effets locaux observables. Et si, en 48 heures, des chiffres silencieux redessinaient une souveraineté fragile? En 48 heures, deux chiffres incompatibles sont mis en regard et changent la nature du choix. D'un côté, 5,6 milliards de dollars de dette extérieure, de l'autre, l'exigence immédiate de 70% des réserves d'or nationales présentées comme gage. Ce rapprochement brutal révèle l'essentiel: l'équation n'est pas budgétaire, elle est politique, car elle transforme une ressource productive en frontière de souveraineté. À ce moment précis, Ibrahim Traoré comprend que la demande dépasse un calendrier de remboursement. Le seuil de 70% agit comme un test, mesurant jusqu'où un État accepte de lier sa survie financière à la cession de son principal levier stratégique. L'or, jusque-là traité comme marchandise contractuelle, change de statut et devient un instrument de contrainte visible. La dette, accumulée sur des décennies, cesse d'être une ligne abstraite et se mue en rapport de force compressé dans le temps. Pour saisir l'ampleur du dilemme, il faut revenir à la mécanique installée de longue date. Le Burkina Faso est producteur d'or mais capte historiquement une part limitée de la valeur créée en raison de concessions, d'une fiscalité avantageuse et de rapatriement de profits. Avant l'ultimatum, une majorité des revenus miniers échappait au circuit national, tandis que la dette continuait de croître indépendamment des volumes extraits. Cette architecture installe une dépendance circulaire. Les ressources financent partiellement l'État emprunte pour combler l'écart, puis les créanciers utilisent cette dépendance comme levier de négociation. Le télégramme du 12 août n'invente rien. Il accélère et rend visible un processus ancien. En concentrant les chiffres dans un délai infime, il force un choix qui autrement aurait été étalé et dilué. Le basculement clé apparaît alors clairement. Ce n'est pas l'or qui garantit la dette,
C'est la dette qui redéfinit la valeur politique de l'or. Face à cette bascule, Ibrahim Traoré se trouve confronté à une question rarement posée frontalement par les dirigeants. À partir de quand une ressource cesse-t-elle d'être négociable? Dans la salle de réunion, les chiffres cessent d'être abstraits lorsqu'ils passent par des voies humaines. Autour de la table, Ibrahim Traoré n'est pas seul. Il écoute, observe, laisse les arguments se confronter sans chercher à trancher trop vite. Un économiste méthodique propose une voie intermédiaire. Céder une part limitée des ressources pour obtenir un allègement immédiat, gagner du temps et éviter la rupture. Son raisonnement est linéaire, rassurant, fondé sur la continuité et la prévisibilité. Face à lui, une juriste plus jeune ouvre un dossier n'est rarement exploré. Elle évoque la possibilité de réviser certaines clauses minières, prévues par le droit mais jamais activées. Le terrain est incertain et juridiquement risqué, mais il introduit une variable nouvelle: la capacité de l'État à reprendre l'initiative sans rompre formellement avec ses partenaires. Ce n'est pas une solution rapide, c'est un pari sur la durée et sur la cohérence institutionnelle. Un troisième conseiller, issu du secteur sécuritaire, déplace encore la discussion. Il ne parle ni de dette ni de contrat, mais de sites, de routes et de contrôle. Il rappelle que toute décision aura un effet immédiat sur le terrain: rumeurs, mouvements, perceptions. La souveraineté, explique-t-il, commence par la maîtrise physique des lieux stratégiques, avant toute annonce officielle. Ces trois voies ne décrivent pas seulement des options techniques. Elles incarnent trois temporalités distinctes: l'urgence financière, la reconstruction juridique et la stabilité opérationnelle. Avant même toute décision publique, l'appareil d'État se met en tension, teste ses limites et mesure sa cohésion. Au fond, il faut le retenir: la décision façonne l'État avant de façonner l'économie. Avant l'ultimatum, la routine dominait. Les sites aurifères fonctionnaient selon les contrats existants. Les flux suivaient leurs canaux habituels et la dette restait une ligne abstraite dans les rapports. Après le télégramme du 12 août, tout s'accélère. L'État bascule en mode crise et chaque heure devient un signal interprété par des acteurs multiples. L'activation commence à l'aube. Un ordre discret circule dans l'appareil sécuritaire: renforcer le contrôle autour des sites miniers stratégiques. Les consignes sont précises et limitées. Il ne s'agit pas d'une démonstration de force, mais d'une mesure de précaution. Les accès sont filtrés, les mouvements observés, les chaînes de commandement raccourcies. La décision politique n'est pas encore annoncée, mais ses conséquences sont déjà anticipées sur le terrain. À Ouagadougou, les réunions se succèdent sans pause. Les conseillers réévaluent leur position à mesure que les informations remontent des régions minières. Les hypothèses évoluent, les marges se resserrent. En parallèle, l'absence de communication officielle alimente les rumeurs. Les radios locales évoquent des scénarios extrêmes, de la nationalisation imminente aux représailles financières. L'incertitude cesse d'être un bruit de fond. Elle devient un acteur à part entière de la crise. Le point culminant survient lorsqu'une image circule. Une photographie prise par drone montre une installation aurifère désormais sous contrôle militaire. Le cliché est diffusé sans commentaire, sans cadrage narratif. Pourtant, son message est limpide. Il marque un avant et un après. À cet instant précis, la crise quitte les cercles institutionnels fermés et entre dans l'espace public régional. Pour Ibrahim Traoré, le signal est volontairement minimaliste: montrer sans expliquer, affirmer sans proclamer. Les répliques sont immédiates. Sur les marchés, les acteurs ajustent leurs anticipations. Certaines entreprises minières suspendent des opérations non essentielles, d'autres demandent des clarifications par voie diplomatique.
Les partenaires étrangers sollicitent des échanges discrets, cherchant à comprendre si le geste relève d'un rapport de force temporaire ou d'un changement durable de doctrine. Aucun communiqué ne tranche, mais la dynamique est enclenchée. Le silence devient lui-même une stratégie. À l'intérieur de l'État, les effets se propagent. Les administrations locales renforcent leur coordination. Les ministères économiques élaborent des scénarios de continuité, anticipant des retards de financement ou des ruptures d'approvisionnement. Les, les forces de sécurité réévaluent les priorités autour des infrastructures critiques. Chaque service agit dans son périmètre, souvent sans visibilité totale sur l'ensemble, mais avec la conscience aiguë que la marge d'erreur s'est réduite. Dans la rue, les perceptions divergent. Certains commerçants redoutent une instabilité prolongée et un renchérissement des coûts. D'autres interprètent ces gestes comme une reprise de contrôle longtemps attendue. Les conversations changent de registre. On ne parle plus seulement de prix ou d'emploi, mais de dignité, de souveraineté et de capacité à décider. Le récit national commence à se transformer avant même toute décision finale. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est la vitesse. En moins de 24 heures, une exigence technique produite une reconfiguration opérationnelle, politique et symbolique. La décision n'est pas encore officiellement formulée, mais elle agit déjà. Et quand un choix commence à produire ses effets avant d'être annoncé, peut-on encore parler d'attente? Avant l'intervention de l'État, l'or burkinabé suivait les variations du marché mondial sans influencer directement la politique nationale. Après la reprise du contrôle des sites, il devient un indicateur avancé de souveraineté, lisible à travers plusieurs signaux mesurables. Cette bascule permet d'évaluer la décision autrement que par les discours, en observant ce que produisent concrètement les chiffres lorsque l'incertitude devient publique. Un premier signal apparaît. Le cours de l'or progresse de 3,7% en 24 heures après la diffusion de l'image montrant un site sécurisé. Autrement dit, le marché anticipe une raréfaction temporaire liée au contrôle étatique renforcé. Ce mouvement n'est pas spectaculaire à l'échelle mondiale, mais il est révélateur. Il indique que les acteurs financiers ne perçoivent pas l'événement comme symbolique ou marginal. Ils y lisent un choc potentiel sur l'offre directement lié à une décision politique. L'or, valeur refuge, réagit dès lors que la production devient incertaine, même localement. Dans ce cas précis, le Burkina Faso cesse d'apparaître comme un simple point d'extraction neutre. Un deuxième signal suit. Le risque de contraction du PIB est estimé à 3,2% en cas de rupture prolongée avec les créanciers internationaux. Autrement dit, la suspension des financements externes réduit investissements, importations et projets publics essentiels. Ce chiffre agit comme une borne inférieure du coût économique immédiat. Il ne décrit pas un effondrement, mais un ralentissement ciblé, concentré sur les secteurs dépendants des flux internationaux. Il rappelle que la souveraineté a un prix mesurable, surtout à court terme. Pour Ibrahim Traoré, cette estimation ne tranche pas le débat, elle en fixe les limites opérationnelles. Refuser n'est pas gratuit, mais accepter ne l'est pas davantage sur le long terme. Un troisième signal se dessine. Les recettes fiscales augmentent de 6% au premier trimestre suivant l'intervention. Autrement dit, la réorientation des flux internes améliore la captation nationale des revenus miniers. Ce delta est souvent sous-estimé, car il apparaît en décalage avec les risques annoncés. Il montre que le contrôle accru des sites et des contrats produit un effet rapide sur les finances publiques. Ce gain ne compense pas l'ensemble des menaces, mais il indique une capacité d'absorption interne. L'État récupère une partie de ce qui lui échappait auparavant, sans attendre
une renégociation globale. Pris isolément, ces chiffres peuvent sembler contradictoires. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Le marché mondial réagit à la contrainte, l'économie nationale encaisse un choc potentiel et les finances publiques gagnent en marge de manœuvre. La décision ne supprime pas la dépendance, mais elle en modifie les paramètres visibles. Ce triptyque quantitatif révèle une réalité rarement assumée. La souveraineté ne se lie pas dans un indicateur unique. Elle se mesure dans la tension entre coûts immédiats et capacités retrouvées. Ibrahim Traoré ne peut ignorer ces données, mais il ne les traite pas comme un verdict. Elle le fonctionne comme une boussole, indiquant des directions possibles sans garantir l'issue. À ce stade, les chiffres ne disent pas si la stratégie réussira. Ils montrent autre chose, plus rare. Un État accepte de rendre visibles les coûts pour tester ses leviers réels. La question reste ouverte. Ces deltas annoncent-ils un pic transitoire ou le début d'un nouvel équilibre durable? Le débat qui entoure la décision se structure rapidement autour de deux thèses robustes, chacune appuyée sur une logique cohérente. Les présenter loyalement est indispensable pour éviter une lecture réductrice. La première thèse, dite pragmatique, met en avant le risque d'isolement financier. Selon ses défenseurs, rompre avec les créanciers internationaux expose le Burkina Faso à une contraction durable des financements, à la suspension de projets structurants et à une défiance prolongée des investisseurs. Dans un système économique mondialisé, l'accès au crédit conditionne la stabilité budgétaire, la capacité d'importation et la continuité des services publics. Des précédents sont invoqués. Des pays ayant défié l'ordre financier ont connu pénurie, inflation et récession prolongée. Dans cette lecture, accepter l'ultimatum, même coûteux, serait un moindre mal pour préserver la prévisibilité et éviter une spirale négative difficile à enrayer. La seconde thèse, plus radicale, part d'un constat inverse. Elle soutient que la dépendance financière constitue précisément la cause structurelle du sous-développement. Accepter l'exigence reviendrait à figer un modèle où les ressources stratégiques financent des intérêts extérieurs, sans transformation durable de l'économie locale. Pour ses partisans, la dette n'est pas un outil de stabilisation, mais un mécanisme de contrôle. Refuser, même au prix d'un choc, permettrait de reprendre l'initiative, de créer un précédent et de redéfinir les termes de la négociation. La souveraineté, dans cette perspective, ne peut émerger sans rupture assumée. La réponse à ces deux thèses ne consiste pas à les neutraliser, mais à les confronter aux données observées. Les chiffres disponibles montrent que le choc n'est ni inexistant ni total. Le risque de ralentissement économique est réel, mais circonscrit à certains canaux. En parallèle, l'amélioration de la captation fiscale et le contrôle accru des sites indiquent une capacité d'ajustement interne. La réalité ne valide ni l'effondrement annoncé, ni la souveraineté instantanée promise. Ce face-à-face révèle surtout une zone intermédiaire, souvent négligée. La décision ne supprime pas la dépendance, elle en modifie les termes. Elle transforme une contrainte diffuse en rapport de force explicite, obligeant chaque acteur à réévaluer ses coûts et ses marges. Le débat cesse alors d'être idéologique pour devenir opérationnel. La question n'est plus de savoir qui a raison, mais quelle trajectoire un pays accepte d'assumer en connaissance de cause. Une image change tout. Au cœur de la crise, ce ne sont ni un discours ni un communiqué qui font basculer la perception collective. C'est une image diffusée sans commentaire montrant
un drapeau burkinabé hissé sur une installation aurifère désormais sécurisée. Le cadrage est simple, presque brut, mais son effet est immédiat. L'ultimatum cesse d'être une abstraction financière pour devenir un fait politique visible. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un tournant stratégique. Jusqu'ici, la décision restait enfermée dans des calculs économiques et des échanges institutionnels. L'image projette la crise dans l'espace régional et symbolique, là où les signaux comptent autant que les chiffres. Elle ne dit pas nous refusons, mais nous contrôlons. Cette nuance est décisive, car elle transforme une posture défensive en affirmation de capacité. Ce basculement modifie les attentes. Les partenaires extérieurs ne cherchent plus seulement une réponse écrite, mais interprètent un geste déjà posé. À l'intérieur, les acteurs comprennent que le retour en arrière devient politiquement coûteux. La souveraineté n'est plus une option théorique débattue à huis clos, elle devient une direction partiellement engagée. Le point médian du récit apparaît ici clairement. La décision n'est plus seulement à venir, elle est déjà en partie exécutée. La suite ne portera plus sur le choix initial, mais sur la cohérence entre ce qui est montré et ce qui suivra. À partir de là, une question s'impose. Quelles conséquences concrètes découlent d'un symbole devenu acte? Les effets de la décision se diffusent rapidement, mais ils ne touchent pas tous les acteurs de la même manière. Ils révèlent des gains partiels, des tensions nouvelles et des arbitrages qui redessinent les priorités. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La reprise du contrôle opérationnel sur les sites aurifères renforce la capacité de pilotage, mais accroît aussi les responsabilités. Les administrations financières doivent absorber des flux plus importants, tandis que les ministères régaliens coordonnent sécurité, fiscalité et diplomatie. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État gagne en visibilité stratégique et en crédibilité interne, mais il s'expose davantage aux pressions extérieures. Chaque décision devient observée, interprétée et testée en temps réel. L'erreur coûte plus cher car elle affecte directement la cohérence entre le discours de souveraineté et l'exécution concrète. Pour les entreprises, l'environnement change de texture. Les multinationales minières ralentissent certains engagements, suspendent des extensions et demandent des clarifications contractuelles. L'incertitude juridique accroît le risque à court terme, ce qui freine les investissements les plus lourds. En parallèle, des acteurs régionaux et asiatiques explorent des partenariats jugés plus équilibrés, attirés par une redéfinition des règles du jeu. Les entreprises locales, notamment les sous-traitants, bénéficient d'un accès élargi à certaines étapes de la chaîne de valeur. Elles gagnent en opportunité, mais doivent composer avec une volatilité accrue et des délais de décision plus longs. Pour les citoyens, l'impact est immédiat et contrasté. Dans les zones minières, la sécurisation des sites crée des emplois directs et indirects, soutenant l'activité locale. Ailleurs, les tensions sur les importations et les financements se traduisent par une pression sur les prix et sur le pouvoir d'achat, touchant en priorité les ménages les plus vulnérables. Le débat public évolue. Les conversations quotidiennes intègrent désormais des notions de dette, de ressources et de choix collectifs. Le coût de la décision est ressenti, mais il est aussi compris comme un investissement politique partagé, même si ses bénéfices restent inégalement répartis. Pour la région et les partenaires, la décision agit comme un signal. Les dynamiques de coopération au sein du Sahel gagnent en cohérence, offrant des cadres de solidarité sécuritaire et économique. Les partenaires occidentaux adoptent une posture prudente mêlant inquiétude et dialogue conditionnel. De nouveaux équilibres émergent, sans garantie de stabilité immédiate.
le Burkina Faso devient un cas observé de près, non pour son issue finale, mais pour sa capacité à tenir une ligne sous contrainte. Prises ensemble, ces effets dessinent une réalité nuancée. La décision ne produit ni miracle ni effondrement. Elle redistribue les cartes, crée des gagnants temporaires et expose des fragilités persistantes. Ce qui change fondamentalement, c'est la nature du débat. Il ne porte plus sur la possibilité d'agir, mais sur la vitesse et la cohérence d'adaptation. La question n'est donc plus théorique, elle est désormais pratique. Qui s'adapte le plus vite à cette nouvelle donne et à quel coût durable? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'issue ne se résume pas à un verdict unique. Trois scénarios crédibles se dessinent non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture permettant d'évaluer la cohérence des choix dans le temps. Dans un premier scénario, celui de l'ajustement sous contrainte. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso maintient une ligne de souveraineté affirmée tout en composant avec des pressions financières persistantes. Les relations avec certains créanciers restent tendues, mais un dialogue minimal évite l'escalade. L'économie progresse lentement, portée par une meilleure captation des revenus miniers, sans compenser totalement la réduction des financements extérieurs. L'État arbitre en permanence, priorisant les dépenses essentielles et acceptant une croissance modérée. La stabilité est préservée au prix d'une vigilance constante et d'une marge de manœuvre étroite. Dans une hypothèse plus optimiste, celle de la reconfiguration progressive. Ici, la décision initiale produit un effet d'entraînement. Les coopérations régionales s'intensifient, sécurisant les flux commerciaux et certaines infrastructures critiques. De nouveaux partenariats émergent, fondés sur des termes plus équilibrés et une diversification des interlocuteurs. Les recettes publiques gagnent en prévisibilité, ce qui permet de lisser les chocs et de planifier davantage. La confiance interne se renforce, soutenant l'investissement local. Le pays consolide une position d'acteur régional affirmé, sans rompre avec l'économie mondiale, mais en renégociant sa place. Dans une hypothèse plus sombre, celle d'une crête étroite. La crête étroite. Dans cette configuration, les tensions s'aggravent, les restrictions financières se durcissent, l'accès aux marchés internationaux se complique et l'investissement privé ralentit fortement. L'inflation pèse davantage sur les ménages, mettant à l'épreuve la cohésion sociale. La souveraineté est préservée sur le principe, mais au prix d'une résilience économique sollicitée en continu. L'État gère l'urgence plus qu'il ne transforme, et chaque choc externe devient un test de résistance. Ces pauvres scénarios partagent un point commun. Aucun ne permet l'immobilisme. Le choix initial impose une dynamique irréversible. La variable décisive n'est pas la réaction extérieure isolée, mais la capacité interne à apprendre, ajuster et prioriser dans la durée. Pour garder une lecture juste, retenons ceci. Ne pas confondre trajectoire et résultat. Les prochains mois diront moins si la décision était juste que si elle a été suivie avec constance, discipline et cohérence. La question reste ouverte. Quelle capacité collective permettra de tenir le cap lorsque la pression se déplacera plutôt qu'elle ne disparaîtra? Au-delà des indicateurs macroéconomiques, la décision se traduit par des ajustements concrets dans la vie quotidienne. Elle n'affecte pas seulement des agrégats, mais des trajectoires individuelles, parfois discrètes, toujours révélatrices. Pour les agents du secteur public, la période ouvre une zone d'incertitude mêlée de responsabilité.
enseignants, personnels de santé et agents administratifs perçoivent le choix comme un signal politique fort, mais aussi comme une contrainte budgétaire potentielle. Les ressources deviennent plus visibles, donc plus discutées. Les attentes augmentent tandis que la pression sur l'efficacité s'intensifie. Le sentiment dominant n'est ni l'enthousiasme ni la crainte, mais une vigilance nouvelle face à l'usage de l'argent public et à la cohérence des priorités affichées. Dans les quartiers populaires, l'impact est plus immédiat. La hausse de certains prix importés et les tensions logistiques pèsent sur les ménages. Pourtant, un déplacement du discours apparaît. Les conversations ne se limitent plus aux difficultés du quotidien. Elles intègrent des notions de dépendance, de ressources et de choix collectifs. La décision est vécue comme un effort d'assumer par le pays, même si ses bénéfices restent lointains et inégalement répartis. Le coût est tangible, mais il est aussi politisé. Chez les jeunes et les entrepreneurs locaux, la période agit comme un révélateur. Certains y voient une fenêtre d'opportunité dans un environnement moins dominé par des acteurs extérieurs. D'autres hésitent, conscients de la volatilité et des risques de financement. L'envie d'initiative progresse, mais elle se heurte à des contraintes réelles d'accès au capital et au marché. Ces groupes vivent la décision différemment. Ce qui les relie, en revanche, c'est un changement du rapport à l'avenir. L'incertitude n'est plus seulement subie, elle devient un paramètre avec lequel il faut composer, calculer et parfois accepter. À ce niveau, l'enjeu dépasse les chiffres. Il touche à la capacité d'une société à transformer une contrainte politique en horizon partagé, sans promesses excessives ni renoncement silencieux. À ce stade, la décision ne peut tenir que si elle s'inscrit dans une exécution méthodique. La feuille de route ne relève plus du symbole, elle entre dans l'ingénierie politique avec des étapes lisibles, mesurables et ajustables. Pour commencer, consolider le contrôle et établir les faits. L'État renforce la sécurisation des sites aurifères et lance des audits ciblés des contrats existants. L'objectif n'est pas la rupture généralisée, mais la clarification. Qui exploite, à quelles conditions et avec quel retour mesurable pour le pays. Cette phase crée une base factuelle indispensable avant toute renégociation crédible. Ensuite, institutionnaliser la transparence. Une structure de supervision indépendante est mise en place pour suivre les flux, limiter les fuites et publier des indicateurs simples. Les revenus récupérés sont fléchés vers des usages identifiables afin de renforcer la confiance interne et la lisibilité externe. Il s'agit de transformer un contrôle de fait en contrôle institutionnel durable, puis réduire la dépendance alors. Des investissements ciblés sont orientés vers l'agriculture, les infrastructures et les services essentiels en privilégiant des partenariats régionaux. L'objectif est d'élargir l'assiette économique sans créer de nouvelles vulnérabilités financières à court terme. Après cela, amortir les coûts sociaux. Des mécanismes de soutien sont renforcés pour les populations les plus exposées aux ajustements économiques. Éducation, emploi local et filets sociaux deviennent des variables de stabilité, non des coûts secondaires. Enfin, maintenir le dialogue sans renoncer aux principes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les canaux diplomatiques sont multipliés. La négociation remplace l'ultimatum, la diversification remplace l'alignement exclusif. La souveraineté est affirmée, mais elle se pratique dans l'échange. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, elle les organise. Elle ne promet pas un succès rapide, mais une capacité à mesurer, corriger et tenir dans la durée. La question décisive demeure.
Quelles étapes seront effectivement tenues lorsque la pression retombera? Le souvenir revient à la salle de réunion, là où les voix s'étaient croisées sans certitude. L'économiste parlait de continuité, la juriste de levier juridique, le conseiller sécuritaire de contrôle concret. Aucun n'avait entièrement raison, aucun n'avait totalement tort. Ce moment préparatoire et discret éclaire désormais l'ensemble de la trajectoire engagée. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme geste isolé que comme un point d'alignement. Les arguments techniques, juridiques et opérationnels entendus ce jour-là convergent vers une exigence unique: maintenir la cohérence entre le discours et l'action. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'exerce souvent dans l'inconfort, parfois dans la tension interne. Chaque audit lancé, chaque site sécurisé, chaque négociation ouverte prolonge ce premier instant de doute collectif. Le symbole n'existe que s'il est soutenu par des actes répétés, parfois invisibles, souvent ingrats. C'est là que se joue la crédibilité, bien plus que dans l'annonce initiale. Une phrase entendue à huis clos résume cet état d'esprit: choisir, c'est accepter de porter les conséquences. Elle ne promet ni victoire rapide ni reconnaissance immédiate. Elle fixe une direction fragile mais assumée. Au-delà des chiffres et des scénarios, ce choix laisse une empreinte durable. Il rappelle que la dignité nationale se construit dans le temps long, à travers des décisions imparfaites mais tenues. La question qui persiste est simple et lourde. Combien de temps une société peut-elle rester fidèle à ce cap sans renoncer à l'essentiel? Cette histoire ne se referme pas avec une décision, ni avec ses premières conséquences visibles. Elle s'inscrit dans une séquence plus large où chaque société se heurte tôt ou tard, même maintenant, à la même interrogation: jusqu'où accepter la contrainte pour préserver une marge de choix collective? Le Burkina Faso n'apporte pas une réponse universelle, mais un cas concret, lisible, qui oblige à regarder autrement les liens entre ressources, dettes et pouvoir. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de trancher à la place des acteurs, ni de juger l'issue avant qu'elle ne se dessine. Il s'agit de comprendre les mécanismes à l'œuvre, d'identifier les coûts cachés et de reconnaître les arbitrages qui transforment un symbole en responsabilité durable. À travers le choix porté par Ibrahim Traoré, ce récit invite à dépasser les réactions immédiates pour interroger la cohérence dans le temps. Ces questions dépassent un pays et une période. Elles concernent toute communauté confrontée à des décisions qui engagent l'avenir, entre sécurité immédiate et autonomie future. Le débat gagne à rester ouvert, informé et nuancé, car la compréhension collective précède souvent les choix les plus lucides. Si ce récit vous a éclairé, partagez-le, discutez-en et confrontez-le à d'autres points de vue. Alors, face à des décisions qui engagent durablement une société, quels critères devraient, selon vous, primer avant tout?